Merci beaucoup, Dr Rami. Donc, c'est avec grand honneur que je suis présent avec vous aujourd'hui. Donc, dit le premier invitation qui m'est très chère. Hein. Donc, je remercie également l'association des médecins de la région d'Agadir hein, pour l'invitation. Et elle m'a été demandé de vous traiter l'otite. Au début, elles m'ont demandé de traiter l'otoscopie. Et donc les outils de l'autoscopie au traitement. Donc ce symposium, il est organisé par les laboratoires GSK. Donc je les remercie pour leur partenariat. Donc en guise d'introduction, on va commencer par quelques définitions. Donc on va définir, donc il n'y a pas une seule otite, il y a plusieurs otites. Donc il y a les otites moyennes aiguës, il y a les otites séromuqueuses, il y a les otites moyennes chroniques. Donc on ne va pas pouvoir les traiter toutes aujourd'hui, on va voir les principaux aspects et comment on peut faire le diagnostic positif et quelques idées sur la prise en charge thérapeutique. Donc une otite se définit comme une inflammation aiguë d'origine infectieuse, que ce soit virale ou bactérienne, de la muqueuse des cavités de l'oreille moyenne, qui est responsable d'un épanchement. Donc, au niveau de la caisse du tympan, au niveau de la trompe d'Eustache et au niveau du cavité mastoïdienne. On va voir ça par la suite. Donc, il peut être aigu lorsqu'il est inférieur à 3 semaines, subaigu entre 3 et 2 mois, et il devient chronique au-delà de 2 mois. Donc, la hantise devant une otite moyenne chronique, c'est de passer à côté d'un cholestéata. Donc, c'est notre hantise majeure lorsqu'on est devant un tableau d'otite moyenne chronique qui dépasse les 2 mois. On va voir quelques signes otoscopiques qui peuvent aider à s'orienter vers cette entité pathologique. Donc pourquoi s'intéresse-t-on à cette entité pathologique? Donc les otites, essentiellement les otites moyennes aiguës, c'est le deuxième diagnostic en pédiatrie. Donc c'est énormément fréquent. Et c'est la première cause d'utilisation d'antibiotiques en pédiatrie. Donc on prescrit beaucoup d'antibiotiques pour les otites moyennes aiguës. Donc il faut connaître quand prescrire un antibiotique devant une otite moyenne aiguë, quand on surveille et quand il faut passer aux autres moyens thérapeutiques. Donc la deuxième entité qui est très intéressante pour nous autant qu'ORL, c'est les otites moyennes chroniques cholestéatomateuses. Ce sont des otites très dangereuses. Donc d'ailleurs, avant, on les appelait les otites moyennes chroniques dangereuses parce qu'ils ont un potentiel érosif très important et on peut avoir des complications essentiellement neurologiques à type de méningite, d'abcès, d'empième, de paralysie faciale, de thrombophlébites qui peuvent engager parfois le pronostic vital. Donc la prévention et le diagnostic précoce est le souci majeur lorsqu'on suspecte un cholestéate. Donc, on va passer à l'autoscopie. Donc, avant de faire le diagnostic d'une otite ou des otites, il faut connaître quelques bases, comment on peut faire correctement une otoscopie. Et d'ailleurs, c'était le titre initial de cette présentation. Donc, quelques bases anatomiques, comme vous savez tous. Donc, l'oreille est subdivisée en 3 parties. Donc, l'oreille externe, qui est constituée par le pavillon, et le conduit auditif externe. Donc ce conduit auditif externe, c'est un conduit osseo-cartilagineux qui mesure 2 cm de longueur. Ce n'est pas un conduit qui est rectiligne, comme vous savez bien. Donc c'est un conduit qui est en S étalé. Et qui se termine au fond par une membrane qu'on appelle la membrane tympanique. Et cette membrane tympanique, c'est la paroi externe de la caisse du tympan. La caisse du tympan, c'est cette petite cavité qui abrite la chaîne ossiculaire et qui est relié avec le cavant par la trompe d'Eustache, et en arrière, on a les cellules mastoïdiennes. Et en dedans, on a l'oreille interne. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'anatomie de la chaîne tympano-ossiculaire, ou bien le système tympano-ossiculaire, est très important à connaître pour pouvoir interpréter l'autoscopie. Donc, cette membrane tympanique, elle est constituée sur le plan microscopique de 3 couches. Donc, la première couche, c'est la couche épidermique, qui est à l'externe, une couche intermédiaire fibreuse qui est très très importante parce que c'est celle qui donne l'élasticité de cette membrane
tympanique et une couche interne qui est la couche muqueuse. Donc lorsqu'on a une perte de la couche fibreuse, on va voir la perte de cette qualité d'élasticité de la membrane tympanique. Et par conséquent, on va avoir un membrane qui est flasque, qui n'est pas tendu. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le conduit auditif externe, ce n'est pas un conduit rectiligne, c'est un conduit en S étalé. Donc, il faut essayer de le rectiliniser au maximum lorsqu'on veut faire une otoscopie correctement. C'est un conduit qui mesure 2,5 cm. Et il y a certaines particularités qu'on va voir par la suite qui différencient le conduit chez l'enfant et chez l'adulte. Donc, comme vous voyez sur ces deux schémas, donc chez l'adulte, on a une membrane tympanique qui regarde vers le bas, vers l'avant et vers le dehors. Chez l'enfant, cette inclinaison, elle est plus importante, elle est majorée. Et par conséquent, lorsque vous voulez examiner la membrane tympanique d'un nouveau-né, il ne faut pas tirer le pavillon vers le haut et vers l'arrière. C'est l'inverse, il faut tirer vers le bas et vers l'arrière. Donc, sur le plan endoscopique, il faut connaître quelques éléments importants d'avant d'entamer cette endoscopie. Donc, pour pouvoir examiner correctement la membrane tympanique, on subdivise la membrane tympanique en cadrans. Donc, en traçant deux lignes, une ligne qui passe par le manche du marteau, une ligne perpendiculaire à la première et qui passe par l'ombilic. Donc, on a quatre cadrans. Le cadran supérieur et antérieur, le cadran antéro-inférieur, le cadran postéro-inférieur et le cadran postéro-supérieur. C'est très important en otoscopie de subdiviser la membrane tympanique en quatre cadrans parce que c'est très difficile de voir les quatre cadrans d'un seul coup. Donc il faut avoir une systématisation, examiner cadran par cadran. Et d'où l'intérêt de mobiliser, lorsque vous utilisez un otoscope ou un spéculum, de bouger. Donc, ce n'est pas un examen statique, c'est un examen qui est dynamique. Donc, examiner le cadran postéro-supérieur, postéro-inférieur, antéro-inférieur, antéro-supérieur, pour pouvoir constituer une image totale de la membrane tympanique. Donc, voilà l'aspect de la membrane tympanique normale. Donc, avant d'entamer la normale, il faut connaître très très bien le normal. Donc, l'aspect otoscopique normal, c'est une membrane qui est semi-transparent, translucide. Le triangle lumineux, pas obligatoirement, on peut voir parfois quelques stries vasculaires. Pas de. On voit le manche du marteau, quoi d'autre? Donc la première chose à connaître en matière de la membrane tympanique, c'est la subdivision. On la subdivise en deux zones. Donc la première zone, c'est celle-là. Donc on appelle la pars tensa. La pars tensa, c'est la partie tendue de la membrane tympanique. Et la deuxième, c'est la pars tensa, c'est la plus aisément examinable. Et malheureusement, c'est la partie qui intéresse uniquement les infections. Mais cette partie qui est au-dessus de cette petite apophyse, qu'on appelle la courte apophyse du marteau, et ici, ce qu'on appelle la pars flaccida. C'est la partie où siège la majeure partie du cholestéatome. Et si vous examinez rapidement une oreille, vous pouvez jeter un coup d'œil ici et vous dites que c'est normal. Alors les pièges siègent essentiellement au niveau de la partie supérieure. Donc c'est une zone de faiblesse à bien examiner. Donc vous voyez que la pars tensa, c'est 9/10 de la membrane tympanique. Et la pars flaccida, c'est le 1/10. Mais ce 1/10, c'est la partie où siège la majeure partie des pathologies essentiellement cholestéatomateuses. Donc voilà l'ombilic. On a ici le manche du marteau. On a ici, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'anneau du donc il faut aussi l'analyser. Donc parfois on peut voir une membrane tympanique d'aspect normal, mais sa localisation elle est anormale. Et on ne peut pas juger la localisation de la membrane tympanique si on n'a pas une idée de cet anneau. Donc on juge le déplacement de la membrane tympanique par rapport
à l'anneau de Gerlach. Et on a le triangle lumineux. C'est une oreille droite ou gauche. C'est une oreille gauche. Donc on s'oriente toujours pour avoir une idée de la latéralité, soit par rapport au manche du marteau, soit par rapport au triangle lumineux qui est toujours vers l'avant et vers le bas. Donc le principe d'une otoscopie, c'est ça. C'est de voir le plus loin du conduit auditif externe et par conséquent on voit la membrane tympanique. Mais la difficulté réside dans l'apprentissage. C'est un examen qui n'est pas facile. Donc lorsqu'il est normal ou bien lorsqu'on est devant une pathologie simple, donc on peut dire que voilà, c'est une otite moyenne aiguë ou une otite syromuqueuse, mais c'est un examen qui nécessite un apprentissage. On dit en général qu'il faut examiner minimum 4000 oreilles, c'est-à-dire on doit examiner 500 oreilles par an pendant 4 ans pour pouvoir avoir un recul assez solide pour pouvoir interpréter correctement les aspects otoscopiques. Donc ça dit que ça nécessite un apprentissage. Donc quelle est la problématique? Donc on doit reconnaître le normal et bien sûr le différencier de l'anormal. Donc la première étape c'est de connaître le normal. Donc le normal c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est facile, c'est aisé, et le différencier de l'anormal. Cette étape elle est facile. Donc on peut dire que cet aspect orthoscopique n'est pas normal en se référant à la première image. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut dire ou bien rattacher la normale à une situation pathologique. Donc voilà quelques aspects, donc ça c'est normal ça. Donc c'est une otite moyenne aiguë congestive, et ça c'est une otite moyenne aiguë au stade collecté. Donc en général, en pédiatrie, c'est ce qu'on voit dans la majeure partie des consultations. Donc comment procéder et pourquoi? Donc pour pouvoir faire une otoscopie correctement, donc en général, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on fait une otoscopie souvent chez nos malades? Le cérumen. Donc souvent on est emmené à nettoyer. Donc la première étape d'une otoscopie nous amène à enlever le surhumain. Donc si on ne nettoie pas correctement le conduit auditif externe, on ne peut pas aller voir le fond du conduit auditif et avoir une idée de ce qui se passe. Donc comment vous procédez pour nettoyer ça? Ouais. Ne fait rien. Ouais. Oui, quoi d'autre? C'est une matière. Oui, exactement. Quoi d'autre? Là? L'alcool, non. Donc, un lubrifiant, donc la meilleure méthode et la moins traumatique, c'est le nettoyage. Hein. Le nettoyage, comme a dit notre collègue, donc il ne faut pas faire le lavage au sérum physiologique si on suspecte une perforation. Si on suspecte une perforation, il ne faut pas le faire. Mais si on a juste un bouchon, il n'y a pas d'otite à répétition, il n'y a pas d'otite rythmée par les rhinopharyngites ou par les buniades, donc on peut aller nettoyer le surhumain par un lavage au sérum. Mais ce sérum doit être à une température de 37 degrés. Pourquoi? Parce qu'on risque de créer un déséquilibre entre les deux systèmes vestibulaires droit et gauche, et par conséquent, vous pouvez provoquer une grande crise de vertige chez le malade. Donc veuillez, si vous faites un lavage au sérum, que ce sérum soit tiède. Ça ne doit pas être ni froid, ni chaud. Tiède. Un vertige. Donc bien sûr, dans les cas difficiles, lorsqu'on a un bouchon qui est très dur, qui colle, donc dans ces situations-là, il faut se méfier. Donc il faut envoyer le malade chez l'ORL. Alors qu'est-ce que vous voyez ici? Oui, est-ce que c'est simple, c'est pas simple? Si vous voyez ça, qu'est-ce que vous allez faire?
Donc, je vous ai montré ça parce que vous voyez ici que la membrane tympanique, il est d'aspect normal. Hein. Mais on a une petite collerette de surhumaine qui colle sur la membrane tympanique. Mais le siège de cette collerette, il est supérieur. Hein. Elle est collée sur la pars flaccida. Donc, et par conséquent, ça, c'est un piège. Hein. Donc, cette petite collerette, il peut cacher un cholestéatome énorme. Donc, il faut l'enlever et examiner correctement la membrane tympanique. Donc ça c'est un piège courant, donc en consultation lorsqu'on voit ça, il faut se méfier, il faut examiner correctement, c'est-à-dire enlever ça, ramollir et enlever par aspiration ce contrôle microscopique. Oui, ça colle. Ça colle. Donc lorsqu'on est devant des bouchons de surhumaine, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est facile à enlever par lavage. On peut mettre des gouttes, n'importe quelle goutte. Il y a d'ailleurs le FC, on peut mettre de l'huile, donc huile d'olive, hein, quelques gouttes d'huile d'olive pour ramollir le bouchon. Et après, on fait l'ablation. Donc, c'est juste à but pour ramollir ce bouchon. Alors ici, qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est un bouchon, c'est pas un bouchon de surhumaine. Ça, c'est ce qu'on appelle un bouchon. Ça, c'est un bouchon épidermique. Lorsque vous voyez un bouchon comme ça, il ne faut pas essayer de le toucher. En général, ça colle très fortement, que ce soit à la membrane tympanique, que ce soit au conduit, et c'est très douloureux pour faire l'ablation. Et par conséquent, il faut adresser ce malade en consultation spécialisée. Donc, après cette étape, vous allez utiliser un otoscope. Donc, est-ce que vous utilisez des spéculums de petite taille, des moyennes, des grandes? Et quel est le critère de choix de ces spéculums? L'âge, l'aspect du conduit, très bien. Donc il faut savoir qu'en général, il n'y a pas de différence entre l'enfant et l'adulte. Donc ce n'est pas lié à l'âge. Donc on peut avoir des conduits assez larges chez les petits et on peut avoir des conduits très petits chez les adultes. Donc la règle, c'est quoi? C'est d'utiliser le spéculum le plus gros possible que peut admettre le conduit auditif externe. Donc n'utilisez pas un petit spéculum pour examiner la membrane tympanique. Donc il faut utiliser le spéculum le plus gros possible hein, pour pouvoir examiner le conduit auditif externe. Donc le choix de lumière, donc bien sûr en cabinet ou bien en consultation, donc on utilise de façon préférentiellement des lumières blanches parce que les lumières jaunes modifient un petit peu l'aspect de la membrane tympanique et par conséquent peut nous conduire à des erreurs. Donc avant on utilisait la lumière de clair avec des spéculums comme ça. Donc maintenant on utilise les casques frontaux avec un spéculum. Donc chez l'ORL, c'est l'examen sous microscope, mais ce que je vous conseille sincèrement, c'est d'utiliser les auto-endoscopes. Donc le microscope, elle donne une vision directe. Par contre, l'auto-endoscope, elle donne une vision panoramique. Donc c'est très très intéressant. Ça ne coûte pas trop cher hein, par rapport au coût d'un otoscope normal, mais il va vous permettre de voir de façon très très claire et voir la totalité de la membrane tympanique. Donc si vous êtes emmené à changer votre matériel, achetez plutôt des auto-endoscopes. Donc un auto-endoscope avec une caméra et un écran, ça fait le nécessaire. Les auto-endoscopes, si vous voulez acheter une moyenne gamme, c'est aux alentours de 5000 dirhams. Donc les otoscopes, un bon otoscope, ça coûte 2000 dirhams. Les otoscopes de 500 dirhams, 600 dirhams, c'est pas des bons otoscopes. Hein. Donc comment porter l'otoscope? Par la main droite ou par la main gauche? Par la main? La main droite, oui. Pourquoi? Ça dépend, est-ce que c'est droitier ou c'est gaucher, mais ça dépend également de ce qu'on veut examiner. Donc si on veut examiner une oreille droite,
On va porter l'otoscope avec la main droite ou avec la main gauche? Avec la main droite. Donc, lorsqu'on veut examiner l'oreille droite, on porte l'otoscope avec la main droite. Et lorsqu'on veut examiner l'oreille gauche, on porte l'otoscope avec la main gauche. Donc, ça, c'est correct. Ça, c'est incorrect. Donc, lorsque vous voulez examiner une oreille, utilisez la main homolatérale par rapport à votre malade. Donc, la position du malade. Pour l'adulte, assis, tête tournée vers l'autre côté, ou bien le côté contralatéral. L'enfant, maintenu par une tierce personne, en général ses parents. Donc, en général, dans notre pratique, on le met sur les genoux du papa ou du maman, les pieds entre les pieds des parents, et il faut bien maintenir les deux bras, et c'est le médecin qui s'occupe de la tête. Et chez le nourrisson, il y a plusieurs façons, mais ce qui est décrit dans la littérature, donc la meilleure position, c'est la position couchée, tête, le dos, tête tournée sur le côté, avec une contention avec un drap. Donc il faut faire une contention pour pouvoir immobiliser la tête au moment de l'examen. C'est un examen qui se fait dans un petit espace, donc un petit mouvement de la tête à droite ou à gauche peut entraîner un traumatisme du conduit, voire parfois des traumatismes de la membrane tympanique, et les conséquences peuvent être très très dramatiques parfois si on mobilise la chaîne ossiculaire. Donc, à quelle main tient-on le pavillon et la direction de... Voilà, donc c'est le contraire. Donc, si on examine l'oreille droite, c'est la main gauche, et si on examine l'oreille gauche, c'est la main droite. Et l'attraction se fait chez l'adulte vers le haut et vers l'arrière. C'est très connu. Et par conséquent, chez le petit, regardez cette membrane tympanique, elle est presque parallèle au conduit auditif externe. Si vous examinez de façon habituelle en tirant le pavillon vers le haut et vers l'arrière, donc vous serez amené à voir plutôt le conduit. Et comment on différencie entre conduit auditif externe et membrane tympanique? C'est? Ouais, quoi d'autre? Il y a un repère très très intéressant que vous devez avoir en esprit lorsque le triangle lumineux. Donc si vous voyez le triangle lumineux, vous êtes sûr que vous êtes sur la membrane tympanique. Si vous ne voyez pas là le triangle lumineux, méfiez-vous, peut-être que vous trompez de chemin. Quand c'est pathologique, c'est difficile. Donc il faut avoir les autres éléments, soit les reliefs, soit le cadre tympanique. L'aspect de la peau, en général, les poils, les poils, c'est qu'on offre les deux tiers externes du conduit, mais le tiers interne du conduit, on n'a pas de poils. Ou bien on a des poils très fins, donc c'est difficile. Hein. Donc en général, ce qui nous donne l'orientation, c'est le triangle lumineux. Donc, devant une otoscopie, il y a certains critères à préciser. Donc, les critères pour ne pas se tromper, donc, il faut faire une checklist à respecter lorsqu'on vous examiner la membrane tympanique. Donc, cette checklist, c'est la couleur. Quelle est la couleur normale d'une membrane tympanique? Donc, gris-rose. La vascularisation. Donc, il n'est pas... Distrie vasculaire, on peut les voir parfois au niveau du manche du marteau, mais pas vraiment constant, et n'est pas très, très visible. Donc la surface, c'est une surface qui est lisse et qui est continue. Donc on ne doit pas avoir une discontinuité de la surface de la membrane tympanique. La transparence, elle est semi-transparent, qui laisse voir uniquement les reliefs importants. Donc on voit ici clairement le manche du marteau, la côte apophyse, mais derrière, on peut deviner, juste deviner, donc la branche descendante de l'enclume. Ici, on peut deviner la suprastructure de l'étrier, et on peut deviner la fenêtre ovale parfois, donc c'est pas toujours visible. Parfois, on a des membranes tympaniques hyper transparents qui laissent voir ces éléments, mais chez la majeure partie des gens, ce qu'on voit, c'est uniquement le manche et l'apophyse, la côte apophyse du marteau. La position de la membrane tympanique. Comment on peut juger la position de la membrane tympanique?
Oui, cliniquement, comment? L'anneau de Gerlach. Donc tout à l'heure, lorsqu'on veut juger la position de quelque chose, on le juge par rapport à quelque chose de fixe, pas par rapport à quelque chose qui bouge. Donc le seul élément qui est fixe dans cette anatomie, c'est le cadre osseux. Le cadre osseux, c'est au départ un cholestéatome ou par une tumeur, donc il est en place. Donc il faut toujours bien suivre le pourtour de la membrane tympanique, l'anneau de Gerlach, et on dit que la membrane tympanique elle est rétractée ou bien elle est bombée si on arrive à repérer l'anneau de Gerlach. Également, le deuxième élément qui nous permet de juger le déplacement de la membrane tympanique, c'est le triangle lumineux. Si on a l'aspect de la membrane tympanique, c'est un aspect parabolique. Donc le triangle lumineux, c'est quoi? C'est juste le reflet de lumière de l'otoscope. Donc si on a une membrane tympanique qui est mobilisée, donc ce reflet va être modifié. Donc on va avoir un reflet qui n'est pas ici. Donc soit le reflet de la lumière, il va être sur la totalité de la membrane tympanique ou bien sur le fond de la membrane tympanique. Donc ceci nécessite de l'entraînement, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez l'occasion, il faut examiner les oreilles de vos malades. Donc les repères importants, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la pars flaccida et la pars tensa. Quelle est la limite entre les deux? C'est ça, c'est l'apophyse. Donc l'apophyse, la courte apophyse du marteau, c'est la limite entre les deux zones. Et c'est très important à connaître parce que cette courte apophyse, c'est le premier élément qui disparaît devant les otites moyens aigus. Donc lorsque vous voyez que ce repère disparaît, c'est très fortement évocateur d'une otite moyen aiguë. Le triangle lumineux, la spatule ou l'ombilique, le manche, la courte apophyse, et voilà. Donc, il faut préciser la visibilité du manche du marteau, donc qui est un repère important, qui est toujours orienté vers le bas et vers l'arrière. Hein, donc, ça nous permet d'avoir une idée sur la latéralité. Donc, la visibilité de la courte apophyse du marteau est très importante. Donc, c'est la limite entre la pars tensa et la pars flaccida. Et également, préciser la visibilité des triangles lumineux, qui permet également l'orientation de l'aspect de la membrane tympanique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la différence entre les deux images, ça c'est normal, ça c'est une otite moyen aiguë. Vous voyez qu'on arrive à peine à voir le manche du marteau, donc la courte apophyse a disparu totalement, donc c'est un repère très très important et très évocateur des otites moyennes aiguës. Donc, une otite moyenne aiguë se définit par deux phénomènes. Donc, le premier phénomène, c'est l'effusion et le deuxième, c'est l'inflammation. Donc, l'effusion signifie qu'il y a une collection derrière la membrane tympanique. Et l'inflammation, c'est la rougeur, l'hypérémie de la membrane tympanique, donc, qui va donner otalgie et érythème. Donc, est-ce qu'on peut avoir une otite moyenne aiguë sans otalgie? Aiguë. Donc les otites moyens aigus dans le tableau clinique, c'est toujours associé à des otalgies. C'est toujours associé à des otalgies. Donc l'érythème, on peut le voir. Donc l'aspect, on va voir qu'est-ce que nous donne l'effusion et qu'est-ce qui nous donne l'inflammation comme sémiologie otoscopique. Donc l'effusion, qu'est-ce qu'on voyait ici et ici? Donc le triangle lumineux, il est toujours là. Hein. Oui. Il y a plus opaque, oui, très bien. Le pourtour de la membrane tympanique, ici, donc vous voyez que c'est bombé un petit peu. On ne voit pas vraiment la courte apophyse. Ici, on la devine, ça commence à disparaître. Mais il y a quand même un aspect jaunâtre derrière la membrane tympanique. Donc, en tout cas,
c'est pas blanc, c'est un petit peu. Hein. Donc, il y a c'est très évocateur. Hein. C'est une collection jaunâtre. Voilà. Mais cette fois, je me suis dit, elle est née l'écran. En tout cas, je peux dire que c'est jaunâtre. Donc, comment on peut dire que, cliniquement, quelle est l'astuce pour dire qu'il y a une collection? À l'autoscopie. L'aspect bombé. Quoi d'autre? Le niveau. Si on fait bouger la tête et la collection elle est pas épaisse, ça peut bouger. Donc on peut avoir un niveau hydroaérique. Deuxième astuce. C'est le Valsalva. Donc il faut examiner les malades en faisant le Valsalva. Donc si vous demandez aux malades de faire le Valsalva, donc on peut avoir un passage de l'air vers l'oreille moyenne et par conséquent on peut avoir des bulles d'air. Ou bien une mobilité de cette connexion lorsqu'il ne comble pas la totalité de la caisse. Même le but c'est le diagnostic, oui, mais c'est pas grave. Hein. Donc déjà à l'examen, l'autoscopie chez quelqu'un qui présente une otite moyenne aiguë doit être très très doux et minutieux parce que c'est très douloureux. Surtout chez l'enfant, et ne laisse pas voir, mais chez un adulte, vous pouvez faire ça. Hein. Chez un enfant, c'est difficile. Hein. Oui. Non, non, la collection, c'est pas purulent. L'aspect, c'est l'aspect qui te donne. Mais est-ce qu'on a une collection ou pas? On peut voir ça par le Valsalva. Cette astuce, on peut le faire également dans les autres otites. Également. J'ai pas bien entendu. Oui. Non, la Valsalva, elle peut te donner beaucoup d'informations. Parmi les informations qu'elle peut te donner, c'est est-ce qu'il y a une collection ou pas. Et aussi, est-ce que cette collection est totale ou pas. Et également, elle peut te donner comme information la position de la membrane tympanique. Donc, toutes ces informations elles peuvent être fournies par une otoscopie sous Valsalva ou bien une déglutition. C'est pas le marteau. La mobilité. Lorsque je fais le Valsalva, je crée une hyperpression au niveau de la caisse. Et ceci va mobiliser la membrane tympanique vers le dehors. Voilà. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Tout simplement. Donc on essaie d'avoir le maximum d'informations lorsqu'on fait un examen clinique. Hein. Donc on n'est pas obligé de faire la totalité de l'examen clinique. Hein. Donc le bombement, regardez ces deux images. Hein. Quelle est la différence entre ces deux images? Ouais, dans un cratère, c'est bien. Ouais. Oui. Alors, irrégulière, très bien. Donc ici, c'est un aspect bombé. On a un aspect bombé les deux. Mais la deuxième, c'est un aspect qui est irrégulier de la membrane tympanique. Cet aspect irrégulier, c'est un signe qui précède l'apparition des phlictènes. Ça précède l'apparition des phlictènes. Et lorsqu'on a des phlictènes au niveau de la membrane tympanique, c'est évocateur de quoi? C'est une otite moyenne aiguë virale, grippale. Donc les otites grippales s'associent fréquemment avec des phlictènes. Donc l'hypervascularisation, regardez ici, donc on peut avoir une hyperémie, donc le manche du marteau. Donc ça commence en général au niveau du manche du marteau. Par la suite, on peut le voir au niveau de la périphérie de la membrane tympanique. On peut avoir de l'œdème, donc ça c'est une membrane qui est épaissie, irrégulière, ordimacée, qui ne laisse pas voir les structures normalement visibles derrière une membrane tympanique. Et les phlictènes, c'est cette irrégularité de la membrane tympanique. Donc ça c'est une phlictène dans le cadre d'une otite moyenne aiguë, virale, très probablement grippale. C'est une phlictène. C'est une phlictène.
Donc ici, on a la présence, on peut avoir, dans une otoscopie normale, on ne voit pas les vaisseaux de façon très claire. Donc on peut avoir parfois quelques stries vasculaires à droite ou à gauche, généralement centrées sur le manche du marteau. Mais regardez ici. Vous voyez les stries vasculaires orientées vers l'ombilic qui sont bien visibles parce que la membrane tympanique elle est tendue. Et par conséquent, on voit le contraste de façon très importante de ces vaisseaux par rapport à une membrane tympanique normale. Donc voilà, ici c'est une otite moyenne aiguë en cours de guérison après traitement antibiotique. Donc ça revient à la normale. Donc on ne voit pas toujours les reliefs, mais on commence à voir la courte apophyse de l'enclume. Donc au bout de 15 jours, donc, on commence à voir les autres éléments, donc le triangle lumineux, le manche, la courte apophyse. On commence à reconnaître l'aspect normal de la membrane tympanique, donc après 15 jours de traitement. Donc qu'est-ce que vous voyez ici? Donc à droite, c'est une perforation inférieure avec des plaques de tympanosclérose. Et ici, on a également une perforation. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez une perforation post-otitique comme ça? On laisse tranquille, ça va cicatriser très bien. Donc ce sont des perforations séculaires qui sont de très bons pronostics. Dans la majeure partie des cas, donc ça évolue favorablement, ça se ferme. Donc c'est une sorte de défense de la membrane tympanique ou bien de l'oreille. Donc elle se perfore pour évacuer le pus et après elle cicatrise tranquillement. Là? Non. Le traitement, le stade. On met les tampons otoïques, ou ce qu'on appelle le méchage, et il a deux objectifs. Donc le premier objectif, ça facilite le... Hein? Pas obligatoirement. Elle te permet un meilleur contact des gouttes auriculaires avec la peau du conduit et avec la membrane tympanique. Et dans le cadre de certaines otites, essentiellement les otites externes, ça permet de garder la membrane, le conduit auditif ouvert, parce qu'il y a certaines otites qui ont tendance à la sténose. Donc, c'est les deux objectifs principaux. Mais dans une otite simple comme ça, c'est pas la peine. Hein. En général, un traitement antibiotique par voie générale, même pas local, et un antalgique suffira pour avoir une guérison. Même sans traitement, l'évolution est dans 80% des cas favorable. Contre-indiqué. À éviter. Le contact avec l'eau à éviter pendant la période de traitement. Et également pendant, c'est pour ça il faut suivre les malades. Donc c'est pas un traitement lâché dans la nature. Donc il doit revenir pour recontrôler et voir la membrane tympanique. Est-ce que la membrane tympanique est intacte ou pas? Normalement, on doit voir le malade pour une otite à J2 et à J10. Donc c'est 2 consultations minimum. Le contrôle, on recommande en général pour les baignades 1 mois, éviter le contact avec l'eau au bout de 1 mois, ça cicatrise au bout de 1 mois, ça peut tarder jusqu'à 6 mois, mais au-delà de 6 mois, en général, elle est là. Et ça devient une séquelle. Parmi les séquelles, on va voir les séquelles des otites. Donc on peut avoir des perforations post-otitiques séquelaires. Oui. En plastique. Donc, voulez mon avis personnel, le meilleur c'est le spéculum en acier. Et moi, je n'utilise pas les spéculums en acier que pour l'examen sous microscope. Donc, pour la consultation, j'utilise les otondoscopes. J'ai même pas besoin de spéculum. J'introduis directement l'otondoscope au niveau du conduit auditif externe. Sans spéculum. Oui. Oui. C'est normal.
peut avoir un dysfonctionnement tubaire. Par exemple, je vous dis le cas d'un malade qui a une déviation septale majeure vers le côté, par exemple, droite ou gauche, avec un paquet de végétation adénoïde chez un enfant, si vous voulez, donc qui est prédominant d'un côté. Donc, tu peux avoir des otites à bascule ou bien une otite qui est prédominante d'un côté par rapport à l'autre. Donc, c'est décrit. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? On va voir quelques images hein, ensemble. C'est une otite moyenne aiguë au stade congestif. Ici, c'est une otite moyenne aiguë collectée. Vous voyez que l'aspect de la membrane tympanique, c'est jaunâtre, un petit peu. Avec, on commence à avoir la disparition de l'apophyse, de la côte apophyse. Donc c'est une otite moyenne aiguë au stade collecté. Ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la flectine lunaire. Ici, c'est un flectin constitué. Donc voilà, ça c'est le chapitre des otites moyennes aiguës. Donc maintenant, on va passer au deuxième chapitre qui est les otites. Non, traitement ontalgique et surveillance. Ontalgique. J'ai pas entendu la question. Elle va, en général, ces malades, elles ne consultent que pour la douleur. Soit à ce stade, on les voit rarement, soit au stade de perforation. Elle va perforer, elle va évacuer la collection, qui est virale, et le patient vient pour une autorée striée de sang. C'est le motif de consultation majeur. Donc s'il vient à ce stade-là, en général, on associe antibiotiques ontalgiques et pas de gouttes. Je dis bien pas de gouttes. Donc antibiotiques ontalgiques et en général, la guérison, elle est juste pour éviter la surinfection. On associe l'antibiothérapie. Corticoïdes, oui, parfois, si la douleur est importante. Les deux. L'amoxicilline acide clair. Non, on peut. L'association, c'est la règle. Hein. L'association, c'est la règle. Voilà. Donc, les otites séromuqueuses. Les otites séromuqueuses, elles se définissent comment? Ce sont des collections derrière une membrane tympanique qui sont aseptiques et qui sont dues à un dysfonctionnement de la trompe de Stage. Donc c'est une effusion de l'oreille moyenne asymptomatique sans inflammation tympanique. Donc ça c'est les faciles. Donc tout le monde ne peut connaître ça. Hein. Donc je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu des bulles d'air. Ça c'est facile. Donc lorsque vous avez cet aspect, c'est typique. Donc on ne peut pas rater une otite séromuqueuse de ce genre. Donc c'est une otite séromuqueuse avec des bulles d'air derrière la membrane tympanique. Mais on a des aspects plus difficiles. Donc ça, c'est l'aspect classique. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est pas des bulles. C'est des cicatrices avec une rétraction de la membrane tympanique. Ça, c'est ce qu'on appelle un aspect de la membrane pubicide. Donc, lorsqu'on a, par exemple, le patient qu'on a vu tout à l'heure avec une petite perforation, lorsqu'il va cicatriser, on va voir que deux couches de la membrane tympanique. On va voir la couche épidermique et la couche muqueuse. La couche fibreuse, elle n'est plus là. Donc, par conséquent, cette partie de la membrane tympanique, elle est flasque. Et lorsque on est devant une otite séromuqueuse, donc on peut avoir des petites rétractions. Donc ici, c'est dangereux. Il faut la surveiller de près. Donc mais l'aspect de la membrane tympanique, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a une otite moyenne aiguë? Non. Pourquoi? Mais on a l'élément principal. Hein, donc, on a la côte apophyse. On la voit bien. C'est pas une otite moyenne aiguë. Donc, mais l'aspect de la membrane tympanique, c'est un aspect qui a tendance à être bleuâtre un petit peu. Donc, c'est en faveur des dépôts de l'hémosidérine lorsque ça devient chronique. Hein. Même une collection aseptique derrière une membrane tympanique, avec la chronicité, avec le temps. Donc, on peut avoir, si ça devient plus chronique, ceci devient un aspect bleuté de la membrane tympanique. Donc, c'est ça l'aspect classique, mais c'est pas facile comme le premier. Non, un petit peu. أنا غير احتاج هاد المرض عنده هادو. En général,
tu prends la membrane tympanique. Tu prends le triangle lumineux visible. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous voyez ici? Est-ce que c'est une otite moyenne aiguë? C'est la première question que vous devez vous poser. C'est pas une otite moyenne aiguë. Le malade, il est... Non. Il a une hypoacousie. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? L'aspect jaunâtre. Donc, on a une différence entre cette partie et cette partie. Donc, on a un niveau liquidien. Donc, un niveau liquidien, donc, quelle est la différence par rapport à la première image? Ici, on a également une collection derrière la membrane tympanique, mais on a des bulles d'air. Ici, on a une collection derrière la membrane tympanique, mais avec un niveau. Pourquoi? Non. Non. Ça dépend de la... est-ce que ce liquide qui existe derrière la membrane tympanique est assez épais ou pas? Lorsqu'il est épais, on va avoir un niveau liquidien. Lorsqu'il est très fluide, donc on va avoir des bulles d'air, hein, parce que quand les bulles d'air, ils peuvent traverser facilement ce liquide. Donc on a un liquide des bulles. On a des bulles, et si c'est comme ça, c'est-à-dire que la collection... Donc, celle qui s'accompagne de rétraction, parfois ça c'est des cas difficiles, donc on peut avoir la visibilité des reliefs, ça c'est un aspect d'otite séromuqueuse avec une rétraction de la membrane tympanique. Vous voyez ici qu'on a plusieurs reflets de la lumière à droite et à gauche, donc c'est en faveur d'une otite séromuqueuse avec rétraction de la membrane tympanique. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? Ça, on voit ici le manche du marteau, on voit les reliefs, mais on a un aspect qui est bleuté. Qu'est-ce que vous donnez comme traitement pour les otites séromuqueuses? Et c'est très fréquent, hein, très fréquent. Talgique. Ouais. Donc, pour le traitement des otites séromuqueuses, les moyens thérapeutiques qui ont prouvé leur valeur, ce n'est pas les antibiotiques, ni les antalgiques, ni les mycolytiques. Tout ça, on ne sait pas, hein, c'est controversé. C'est la corticothérapie par voie générale, de courte durée, 5-6 jours. Et le deuxième moyen thérapeutique qui a prouvé son efficacité, c'est la mise en place des aérateurs transtympaniques. Non, c'est pas ça. Lorsqu'on a une otite séromuqueuse avec échec thérapeutique, surtout chez un enfant, donc il faut mettre un aérateur transtympanique. Parce qu'en général, on dit que les otites séromuqueuses, c'est le point de départ pour les otites moyennes chroniques agressives. Donc il faut les traiter correctement le bas âge. Si on les laisse, en général, si on fait une comparaison entre les enfants qui n'ont pas développé des otites séromuqueuses et les enfants ayant développé des otites séromuqueuses, donc une grande partie de ces enfants-là, donc ils vont évoluer vers les cholestéatomes. Donc il faut traiter les otites séromuqueuses si on a un échec de traitement médical ou bien si on a des complications. S'il y a récidive, au bout de 3 mois, on opère. C'est ce qui est décrit dans la littérature. Avec, en général, le geste est associé avec des adénomyectomies. Donc voilà la mise en place des aérateurs transtympaniques. Donc ça c'est ce qu'on appelle les T-tubes et ça c'est ce qu'on appelle les aérateurs type Shepard. Donc celle-là, elle tombe toute seule au bout de 6 mois et celle-là, c'est l'ORL qui va l'enlever au bout d'1 année. Elles vont cicatriser. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Je vais répondre à votre question. Après cette... Donc, si on n'opère pas une otite séromuqueuse à temps, donc elle va faire ce travail elle-même. Donc, elle va se perforer et elle va laisser s'évacuer. Ce qu'on voit ici, ça, c'est pas du pus, c'est de la glu. C'est une collection qui existe dans les otites séromuqueuses. Et ça,
elle va aussi cicatriser en général, au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, elle est bien cicatrisée. On laisse tranquille et on surveille. Ça a des conséquences sur la surdité, bien sûr. Donc la perforation, en général, si on a une petite perforation, ça diminue l'acuité auditive de 20%, 20 à 30%. Lorsqu'il cicatrise bien, donc on revient à la position normale. Donc qu'est-ce que vous voyez ici? Si vous arrivez à différencier ces trois aspects, donc ici c'est le normal, ici c'est l'otite séromuqueuse et ici c'est l'otite moyen aigu. C'est 50% des aspects otoscopiques. Donc ces trois images, c'est à retenir dans votre esprit. Donc c'est le normal, séromuqueuse et l'otite moyenne aiguë, c'est 50% des aspects otoscopiques. Donc on va voir quelques séquelles des otites moyennes chroniques. Donc qu'est-ce que vous voyez ici? Non. On a ici une perforation. C'est quel cadran? Si vous examinez ce malade, il faut procéder cadran par cadran. Qu'est-ce qui vous... C'est une oreille droite ou gauche? C'est une oreille gauche. Il est où l'avant et il est où l'arrière? Ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Mais comment vous avez... Le? Il est où le triangle lumineux? Ça? Non. Ça, c'est le reflet de la lumière sur la paroi interne de la caisse. Ça, c'est ce qu'on appelle le promontoire. Donc ici, peut-être ici, le marteau, et ici, c'est l'avant. Mais pour moi, en tant qu'ORL, c'est ça qui me permet d'avoir une orientation. C'est la fenêtre ronde. C'est la fenêtre ronde et les postérieures. Et voilà, donc on a une perforation, elle est antéro-inférieure dans sa grande partie, qui s'étend un petit peu vers le cadran postéro-inférieur, et qui est non marginale. Donc on a un liseré par rapport au cadre osseux. Donc cette perforation, c'est une perforation qui est séquilaire. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? La membrane tympanique, l'espace il est très important. Là, c'est la membrane tympanique. Ici, la distance ici, c'est la membrane tympanique. C'est ce qui reste de la membrane tympanique. S'il devient marginal, c'est très dangereux. C'est un cholestéatome, c'est une lésion précholestéatomateuse. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Regardez bien avant de... C'est pas une perforation. C'est une rétraction de la membrane tympanique. C'est pas une perforation. Donc, regardez, on a la membrane tympanique. Donc, on arrive à suivre la membrane tympanique. Tac. Et vous voyez l'aspect translucide. Donc, c'est pareil ici. Donc, si vous voyez ça rapidement, vous allez juger que c'est une perforation, alors que c'est non, c'est une rétraction de la membrane tympanique. Avec un autre endoscope, vous pouvez voir ça. Donc, c'est les pièges des perforations. Donc, il y a un deuxième astuce, si vous ne voulez pas passer à côté de ça, même avec un otoscope, faire le Valsalva. Si vous faites le Valsalva, à l'aspect, il est rétracté, il va passer vers l'autre côté. Hein? C'est séquilaire, ce malade, très probablement, il a fait une perforation et il a cicatrisé. Et lorsqu'elle a cicatrisé, donc on a deux couches, la couche épidermique et la couche muqueuse. Et par conséquent, on n'a pas de couche fibreuse, d'où la perte de l'aspect élastique de la membrane tympanique. La couche fibreuse, c'est la couche intermédiaire. Donc on a la couche épidermique cutanée, la couche muqueuse qui tapisse la totalité de l'oreille moyenne, et la couche fibreuse, c'est celle qui existe au milieu. Elle disparaît. Elle disparaît. Si elle est perforée, elle disparaît. Non. Elle revient comme ça. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici?
il faut la surveiller. Ça, c'est une poche de rétraction. Donc, elle peut devenir... Ici, il est contrôlable. Donc, on ne va pas entrer dans les détails de l'aspect. Mais méfiez-vous, lorsque vous avez une rétraction, ça peut devenir un cholestérol par la suite. Donc, c'est une surveillance à long terme. Ah oui, en général, c'est une consultation tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Qu'est-ce que vous voyez ici? Donc vous voyez ici, très bien, très bien. Donc vous voyez ici, c'est pas un bien tiré, ça c'est une procidence de la paroi. Donc lorsque vous examinez en otoscopie, faites attention au conduit auditif externe. Donc on a ici une procidence de la paroi du conduit auditif externe. Et si on peut, ça c'est une vision sous microscope, c'est la même vision qu'on va voir en otoscopie. Donc lorsqu'on va utiliser un otoscope, regardez ce qu'on a pu voir, hein. C'est une perforation, hein, et qui est marginale, c'est une lésion précholestéatomateuse. Donc méfiez-vous lorsque vous avez une difficulté anatomique. Donc soit vous envoyez le malade en consultation ORS, soit vous utilisez des otoscopes adaptés. Donc qu'est-ce que vous voyez ici? C'est une perforation, mais quelle est sa particularité par rapport à la précédente? Elle est marginale par rapport au manche et par rapport au cadre. Ça, c'est une lésion précholestéatomateuse. Donc, si on laisse traîner ces malades, donc c'est un cholestéatome au bout de quelques temps. Donc, il ne faut pas les laisser traîner. C'est un traitement chirurgical toujours. Donc, le cholestéatome, c'est la chirurgie. Il n'y a pas de traitement médical. On ferme la perforation. C'est une perforation. On ferme la perforation. Hein? Allah. On met des greffes. On met greffe de tympan. C'est en général on prélève la polyvrose du muscle temporal, ou bien on prélève le cartilage tragal ou le cartilage concal. C'est des autogreffes. Donc on met en palissade par des couches, et en général c'est l'épidermisation dirigée qui va réunir l'ensemble et ça consolide au bout de quelques semaines. Donc c'est une sorte de cicatrisation. On guide juste la cicatrisation dirigée normale. On a 2 objectifs lorsqu'on fait une tympanoplastie, un objectif fonctionnel et un objectif anatomique. Mais l'objectif numéro 1, c'est l'objectif anatomique, c'est-à-dire fermer la perforation. Voilà. Et l'objectif fonctionnel, ça vient en second lieu. Donc, ça dépend de beaucoup d'éléments. Ça dépend de la taille de la perforation, ça dépend de l'état de la chaîne ossiculaire, comment elle était. Donc, mais en général, on peut espérer avoir quand même une préservation de l'audition. Oui, l'appareillage après. Non, 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 non. C'est l'aspect... L'épiderme, il est très très bien visible. Hein. C'est macroscopique. Si on a une caisse propre, il n'y a pas de collet. On peut attendre, mais il faut, en général, on n'opère pas une perforation lorsqu'on la voit aujourd'hui. On la surveille pendant minimum 6 mois. Parce que on n'opère que les oreilles stables. C'est-à-dire, on doit dire que cette oreille est stable. Ou bien, on a un suivi du malade. C'est-à-dire, il est envoyé d'un collègue qui nous dit qu'il a suivi ce malade pendant, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, et il garde toujours cette perforation. Donc, si je le vois comme premier médecin, je dois le surveiller 6 mois. Qu'est-ce que? Définition d'une oreille stable, c'est une oreille qui ne s'infecte pas. Qui n'a pas eu, c'est-à-dire que le malade n'a pas eu un épisode d'infection pendant minimum 6 mois. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Parfois, avec le temps, ils peuvent, même avec le contact avec l'eau, ne pas s'infecter. Mais les malades mettent, en général, ils peuvent prendre une douche, mais ils mettent, moi ce que je conseille, c'est de mettre un coton avec la vaseline. Les bouchons avec préfabriqués,
En tout cas, parfois ça marche pas. Donc, le coton avec la vaseline, c'est très bien. Oui, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Hein. Mais c'est le retour du malade qui est important. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est une tympanosclérose, c'est une sorte de cicatrisation aussi de la membrane tympanique. Et qu'est-ce que vous avez ici également? Ça, c'est une rétraction, mais quelle est la différence entre cette partie de l'oreille et cette partie? Ça, c'est normal. Ça, pas de couche fibreuse. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle aspect de la membrane pellucide ou bien une rétraction. C'est rétracté, sans couche fibreuse. Donc ici, on va voir... Oui? Rien. Surveillance. Sauf dans un seul cas, lorsqu'on a une tympanosclérose exubérante, c'est-à-dire que la tympanosclérose, il ne se limite pas à la membrane tympanique. Ici, il est limité à la membrane tympanique. Lorsqu'il commence à s'étendre vers le dedans, vers la chaîne ossiculaire, à ce moment-là, on intervient pour pallier à cette tympanosclérose parce qu'il va causer une surdité très importante. C'est cicatriciel, c'est une sorte de cicatrisation. Une cicatrice kéloïde. Il peut cicatriser normalement, il peut cicatriser de façon excessive. Dans certaines situations, on peut poser cette question. Pour un cholestéatome opéré, on met du cartilage derrière la membrane tympanique. La surveillance dialo, l'aspect otoscopique, on a un aspect blanc. Donc c'est ce qu'on appelle les tympans blanchâtres. Et parmi les diagnostics différentiels, c'est la tympanosclérose lorsqu'il touche la totalité de la membrane tympanique. Et on a l'histoire du malade. Hein. Ici, les états précholestéatomateux que vous devez connaître. Les états précholestéatomateux, on a les poches de rétraction, les perforations marginales et les otites adhésives. On va voir juste 3 images. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est une perforation tympanique. Elle est marginale. Hein. Oui, il est postérieur, mais il est marginal. C'est ce qui est important. Ici, c'est une perforation? Non, c'est une rétraction. C'est pas une perforation. Donc, si on demande à ce malade de faire le Valsalva, donc il va gonfler en partie. Et juste en otoscopie, vous voyez ici le reflet de lumière, un petit peu ici. C'est pas en faveur d'une perforation. Et la difficulté de cette poche de rétraction, c'est lorsqu'on a une poche de rétraction qui va vers sous l'os, ou bien derrière l'os. Donc ça devient une poche de rétraction non contrôlable. Lorsqu'on contrôle la totalité de la poche de rétraction, c'est pas grave. On peut la surveiller pendant des années, elle reste stable. Mais lorsqu'il devient non contrôlable, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la caisse. Donc c'est une étape précholestéatomateuse. Donc il faut aller l'opérer et renforcer après exérèse de cette poche. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est une rétraction de quoi? De la totalité de la membrane tympanique. C'est ce qu'on appelle une otite adhésive. C'est l'aspect des t-shirts mouillés. Donc c'est la totalité de la membrane tympanique qui est rétractée et qui a collé sur la paroi interne de la caisse. Celle-là, elle n'est pas chirurgicale. Malheureusement, à ce stade-là, on ne peut pas aller opérer. Surveillance. C'est un état précholestéatomateux, donc c'est parce que si on intervient chirurgicalement, on est amené à faire une chirurgie très très large et très agressive. Hein. Donc on la surveille tant qu'on n'a pas des signes concrets de cholestéatome, on la laisse. Si on a des signes concrets que c'est un cholestéatome, il faut aller faire une chirurgie très très large, c'est-à-dire on enlève tout ça, c'est-à-dire toute la muqueuse, toutes les osselets, on enlève tout et on crée une cavité assez large au niveau de l'oreille pour pouvoir surveiller par la suite. Donc les outils de cholestéatomateuse, qu'est-ce que vous voyez ici? Donc en otoscopie, donc on peut voir ça. Hein. Donc regardez ici, on a le manche du marteau, on a le triangle lumineux, on a une tympanosclérose. Donc on peut dire que c'est un aspect otoscopique qui n'est pas
méchant. L'astuce, c'est de voir là. Donc si vous faites une otoscopie rapide, comme ça, soyez sûr et certain, vous allez passer à côté de ça. Donc si vous avez cet aspect, c'est fort probable un cholestéatome. Donc regardez ici, cet aspect de la membrane tympanique, on peut dire que c'est normal. Mais regardez ici, donc une osturise très importante du cadre osseux, donc il faut se méfier, donc c'est pour ça que je vous ai dit au début que toujours il faut examiner la passe flaccide. Donc on va voir quelques aspects pathologiques. Donc ici c'est un bouchon épidermique, on l'a vu tout à l'heure. Alors ici, quel est votre diagnostic? C'est une mycose, c'est une otite externe mycosique. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez ici? Greffe aspergillaire, très bien. C'est une otite externe mycosique type aspergillaire. Donc avec les petits points noirâtres, lorsque vous voyez ces points noirâtres, c'est en faveur de l'aspergillus. Le traitement, c'est un anti-mycotique à type d'auricularum ou l'auricularum goutte auriculaire. Donc je vous dis les noms commerciaux. Hein. Donc l'auricularum goutte auriculaire ou MIC 1% goutte auriculaire. Hein. Donc l'astuce, c'est pas que le traitement local, c'est les aspirations. Donc c'est un traitement local avec des aspirations régulières tous les 2-3 jours, pendant minimum 3 semaines. Donc on a la poudre et on a la solution. Donc lorsqu'on est devant une otite séromuqueuse, une otite mycosique, il faut mélanger les deux. Non. Non. On les voit chez les gens qui aiment être en contact avec l'eau fréquemment. Ou bien les gens qui aiment toucher l'oreille. Ou bien les gens qui utilisent les cotons-tiges régulièrement. Donc, dans votre pratique, il faut déconseiller l'utilisation du coton-tige. Parce que les cotons-tiges, ils créent des microtraumatismes. Des microtraumatismes de la peau du conduit, et ça favorise l'eczéma du conduit et les automycoses. C'est un facteur de risque majeur. Donc, les gens qui ont ce tic de toucher le conduit, donc ils développent fréquemment des automycoses et des eczémas du conduit. 3 semaines. Même en cas de perforation, on peut les utiliser. Même en cas de perforation, on peut les utiliser même en post-opératoire lorsqu'on opère des perforations. Qu'est-ce que vous voyez ici? Donc c'est une hyperémie de la membrane tympanique. C'est ce qu'on appelle une myringite. Une myringite, c'est juste une inflammation de la couche épidermique de la membrane tympanique. Juste un antalgique, hein, c'est viral, hein. C'est juste un antalgique qui est surveillé. Voilà, donc le patient peut avoir une petite douleur qui peut passer au bout de quelques jours. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Non, c'est une perforation. C'est une perforation. Donc, on arrive à voir là, le fond de caisse. Regardez, quelle est la particularité de cette perforation? Traumatique, pourquoi? Et les bords du là, ils sont comme si ils sont tracés à la réglette. Hein. Ça le verra. Voilà, c'est exactement, c'est un barotraumatisme. En général, malheureusement, c'est les femmes, ou bien un collègue, c'est une oreille droite pour quelqu'un qui est droitier. Et c'est une oreille gauche pour quelqu'un qui est gaucher. Donc c'est une perforation post-traumatique. Qu'est-ce que vous faites dans ces situations-là? Est-ce qu'il faut donner un traitement ou pas? Et quel est ce traitement que vous devez donner? Oui, donc on peut avoir ici des petits signalements. Quelle est la conduite à tenir devant ces situations-là?
C'est médico-légal, très bien. Donc, il y a des choses à proscrire. Donc, pas de contact avec l'eau, très important. Pas de gouttes auriculaires, très important. Ne prescrivez jamais de gouttes auriculaires chez quelqu'un qui présente une perforation post-traumatique. Donc, c'est un traitement par voie générale, antibiotique, amoxicilline acide clave, antalgique, surveillance. Surveillance, et au bout de 1 mois, il faut faire une audiométrie tonale pour juger l'audition. Et si on a une audition qui est altérée, il faut demander un scanner. C'est médico-légal, donc la conduite à tenir doit être faite correctement, les délais. Donc, le scanner va te donner l'état de la chaîne ossiculaire. Est-ce que la chaîne ossiculaire a été luxée, subluxée? Est-ce qu'il y a une dislocation de la chaîne ossiculaire? C'est ce qu'on cherche en général lorsqu'on demande un scanner devant une otite post-traumatique. La perforation, elle se ferme, même s'il est large. Hein? Au bout de 6 mois, elle se ferme. Oui, s'il se surinfecte à ce stade-là, elle va garder la perforation. La deuxième chose, il faut respecter le sang. Le sang, l'autoragie. L'autoragie, il ne faut pas nettoyer le sang. Donc, elle aide à la cicatrisation. Donc, 8 jours, 1 semaine. Non, il faut attendre que l'hémotampon, si on a un hémotampon, que l'hémotampon se résorbe. Parce que si tu fais l'audiométrie à chaud, donc tu vas avoir une surdité de transmission à cause de l'hémotampon. Donc il faut attendre que l'hémotampon se résorbe pour juger correctement la transmission sonore via la chaîne ossiculaire. 1 mois. C'est un scanner de rocher. C'est le barotraumatisme, c'est l'explosion. Il a explosé. Donc on a d'un seul coup, tac. Donc tu as créé une hyperpression à l'intérieur du conduit auditif externe. C'est une hyperpression qui a explosé la membrane tympanique. Ça, il va donner un traumatisme sonore, c'est pas la perforation. Le barotraumatisme, c'est l'hyperpression qui existe normalement. La membrane tympanique, il est en équipression. La pression à l'intérieur de la caisse et la pression à l'extérieur de la caisse est la même. C'est pour cette raison que la membrane tympanique reste neutre. Si on a une hyperpression d'un côté par rapport à l'autre, la membrane tympanique, elle va s'éclater. Sincèrement, je ne donne pas de certificat, mais ça dépend. Hein? Ce que je donne des constats de lésions et j'envoie le service qui s'occupe de ça. Mais j'ai pas une idée, sincèrement. Donc je pense qu'il faut évaluer beaucoup de paramètres. Il n'y a pas que la perforation. La médico-légale, en tout cas, avec les malades simulateurs qui peuvent vous induire à l'erreur. Donc si vous doutez que le malade simule, il faut demander plus des POA ou des AICCR. Donc il faut se méfier. Donc ce qu'on voit, c'est tout ce qu'on peut juger. Ce qu'on ne sait pas, il faut évaluer par les explorations. C'est vrai, tant mieux. Pour les malades. Là, si pas, vous ne touchez pas. Il faut examiner. Il faut examiner l'oreille. Si vous avez que du sang qui sort, à un moment donné, elle va s'arrêter. S'il vient de l'oreille externe ou moyenne, elle va s'arrêter. Mais si on a un signal qui est toujours actif, donc à ce moment-là, il faut aller se méfier. Hein. Donc ça peut être une lésion de la jugulaire ou bien une lésion d'une carotide. Mais si le saignement s'arrête, et le malade vient en général avec juste du collerette de sang qui colle sur le conduit, il ne faut pas toucher ça. Examiner, perforation, traitement, surveillance. Alors ici, qu'est-ce qu'on voyait? C'est un hémotampon.
Donc c'est un sang, c'est post-traumatique également, c'est un saignement, donc c'est un trauma crânien, c'est un AVP avec un saignement au niveau de la caisse du tympan. Donc en général, on fait rien. On fait rien. On fait rien. On surveille, elle va se résorber tout seul au bout de 1 mois, 2 mois. Pas maintenant. Pas maintenant. Après, par la suite. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? Je vous ai laissé cette image en dernier. C'est une tumeur. C'est un aspect rougeâtre qui existe derrière la membrane tympanique. C'est ce qu'on appelle les tumeurs tympano-jugulaires. Il ne faut jamais faire des biopsies sans scanner. Donc cette image, c'est juste pour ce message. Donc si vous faites, donc c'est un message normalement pour les ORL, mais aussi pour vous. Donc jamais de biopsie au niveau du conduit auditif externe ou au niveau du nez sans scanner. Donc si vous faites une biopsie de ça, le malade va décéder. Donc ce sont des tumeurs hyper vascularisées qui saignent énormément. Donc par conséquent, scanner initial. Tympano-jugulaire. Donc on va voir un petit peu le traitement des otites moyens aigus. Donc le but du traitement, c'est lutter contre la douleur, l'éradication du germe, la prévention des complications et des récidives. Donc on a une surinfection bactérienne qui est impliquée dans 60 à 70% des cas. Mais il faut savoir que la guérison spontanée dans les otites moyens aigus est souvent présente. Donc même sans traitement médical, donc c'est à peu près dans 80% des cas. Donc les moyens qu'on a, donc dans certaines situations, on ne donne pas de traitement, on surveille. Et on contrôle dans 48 heures. Oui, je sais, Mbarbar, c'est toi. Il a ma tête, je dois, le collègue juste à côté pour prendre l'ordonnance. ولا يروح في الفارماسي ديريكتومون بلا ما يمشي عند ولا كاع يمشي عندك انت من الاول تيمشي ياخذ دواء ديريكت. Donc les antibiotiques qu'on a comme moyens thérapeutiques, donc il y a un large choix, mais la règle générale de traitement c'est l'amoxicilline protégée. Donc on traite en général les otites moyens aigus à base d'amoxicilline acide clave, donc 80 mg kg. Et la durée de traitement, c'est en général 8 à 10 jours lorsque on a des patients de moins de 2 ans et 5 jours lorsqu'on a un âge supérieur à 2 ans. La corticothérapie, on la donne, moi personnellement, je la donne systématiquement. Devant, parce que je reçois les malades en général à un stade, soit ils ont déjà pris un traitement, soit ils ont à l'examen clinique un problème nasal associé. Et pour soulager rapidement, c'est pour accélérer la guérison. En général, c'est ça l'objectif principal. Ça accélère la guérison. Non. En ORL, il ne faut jamais donner des anti-inflammatoires. Donc, ça favorise les cellulites. Donc, donnez du corticoïde, mais pas des anti-inflammatoires. Et si vous donnez des anti-inflammatoires, il faut les donner en association avec les antibiotiques, pas seul. Oui, donc si vous donnez un... Malheureusement, on voit ça aux urgences. Hein. Donc c'est des cellulites post-extraction dentaire, parce que le dentiste a malheureusement donné une ordonnance et le malade a acheté uniquement le traitement antidouleur. Donc les enfants, donc c'est à base de 90 mg kg pendant 8 à 10 jours. Et les adultes, c'est 2 à 3 grammes par jour pendant 5 jours. Donc si on a une allergie, on peut donner les cifoxime, les cifpodoxime ou bien les cifotiam. Chez les enfants, on peut donner les cifpodoxime. Oui. On va voir ça par la suite. Ça va venir. Donc les autres moyens, la désobstruction, le lavage nasal, la désinfection rhinopharyngée, les antipyrétiques. Oui, c'est Obler. C'est tout.
même hypertonique. استنشاق واستنشاق. لا استنشاق واستنفار. Voilà, exactement. Donc, il faut savoir que ces moyens-là, c'est pas vraiment très efficace. Donc, la base du traitement, c'est le traitement antibiotique et la corticothérapie par voie générale. On peut s'aider des autres moyens thérapeutiques, mais seul, en général, c'est inefficace. La chirurgie, pour certaines situations, donc c'est le drainage d'un épanchement rétro-auriculaire. Hein. Donc on peut être amené à réaliser des parasynthèses avec prélèvement bactériologique pour orienter l'antibiothérapie. La dynoïdectomie et la mastéodectomie, c'est rare. C'est en général dans le cas d'échec thérapeutique ou bien les complications post-otitiques. Le premier jour, si on n'a pas de résultat, 8 jours. Bah, il faut l'envoyer l'URL. Pratico-pratique. Cette partie, je l'ai pris d'un autre cours. Malheureusement, je ne vous ai pas fait les complications des otites. Hein, parce qu'on peut avoir des complications des otites comme la mastoïdite, hein, qui peut être extériorisée ou non extériorisée. Lorsqu'il est non extériorisé, il faut aller ouvrir en rétro-auriculaire, comme un abcès. Il faut aller ouvrir, fraiser l'os, évacuer tout le pus et mettre le malade en traitement antibiotique, en hospitalier, avec un relais péros. Donc, ce n'est pas un moyen thérapeutique usuel. Donc, parfois, on est à faire ça. Donc, c'est une collection. C'est une collection lancinante, très douloureuse, rougeur derrière là, le pavillon de l'oreille, avec une douleur à la mobilisation du pavillon. Par voie locale, non. C'est à éviter. Donc les aérateurs transtympaniques, on peut les mettre lorsqu'on a une collection avec échec thérapeutique pendant 3 mois. Voilà, on avait... Ça là, c'est sous anesthésie générale dans notre contexte marocain. C'est des enfants. Un enfant, il peut bouger. Mais chez l'adulte, parfois on est amené à faire ça chez les adultes, on peut les faire sur anesthésie locale. Même, il y a des cas où il y a des séries décrites sous hypnose. Mais chez les enfants, il vaut mieux que l'enfant soit à anesthésie. Pour ne pas prendre le risque de faire des gaffes au moment de l'introduction des aérateurs. Voilà. Donc, c'est antalgique. Pour les méningites, pas plus. Hein. Pour les otites moyennes aiguës avec surinfection et vous voulez traiter une infection, ça ne sert pas à grand chose. Pour les automycoses, oui, c'est local. Pour les méningites, oui, c'est viral. Mais pour une otite moyenne aiguë avérée, vous pouvez le donner. Hein. Parfois, les malades ils sont demandeurs. Mais leur efficacité, elle est minime. L'otite externe, en général, c'est un traitement local. Mais à base, on met les otoïques, c'est les pansements qu'on a parlé tout à l'heure. Hein. Donc, on met les pansements pour garder le conduit ouvert. Et on met les gouttes. 3 fois par jour. Et on change les otoïques tous les 2 jours. Ça se vend les parapharmacies. Quelle est votre question? C'est pas un coton, c'est des éponges spéciaux pour le conduit. Ça s'appelle Otowick. O-T-O-W-I-C-K. Les Otowick. On met l'Otowick, il mesure 1,5 cm. Vous le mettez par une pince doucement. Une fois vous mettez les gouttes, et se gonfle et épouse les parois de conduit. Vous le changez toutes les 48 heures. C'est essentiellement pour les otites externes. C'est clair? Donc,
parfois, on peut être amené à réaliser une adénoïdectomie devant des otites moyens aigus. Donc, voilà. Ou bien dans le cadre des otites séromuqueuses. Donc, les indications, traitement ambulatoire sauf les formes compliquées, traitement symptomatique dans tous les cas. Donc, place de l'antibiothérapie, en général, on donne une monothérapie. Donc, les enfants de moins de 2 ans, plus de 2 ans, on va voir ça par la suite. Donc, en première intention, on donne une monothérapie par voie orale. Donc, l'amoxicilline acide clave, c'est le premier moyen thérapeutique, c'est l'augmentin, 80 mg kg par jour en 3 prises. En deuxième lieu, on peut donner les sulfuroxime, 30 mg kg par jour pendant 2 jours, et le proxytil, l'Orilox, 8 mg kg par jour en 2 prises. Donc, si contre-indication ou allergie au bêta-lactamine, chez un enfant de moins de 6 ans, on peut aller faire l'érythromycine. Et si supérieur à 6 ans, on peut aller faire la pyostacine. Donc, la place de la surveillance, en général chez un enfant de 2 ans, avec des symptômes peu bruyants, n'a pas de... En général, en première intention, on donne les trois molécules, donc les 3 en première intention. On peut le garder pour les autres. Donc en général, si on a un tableau d'otite moyen aigu qui est peu bruyant, donc on peut surveiller. Et malheureusement, nos malades n'acceptent pas en général ça. Donc, on peut juste surveiller et réévaluer au bout de 48 heures à 72 heures. Et si on a une bonne évolution, on peut juste continuer par un traitement antalgique. Si on a la même symptomatologie ou bien une aggravation, à ce moment-là, on peut commencer l'antibiothérapie. Donc voilà les recommandations de l'AFSAPS. Donc, lorsqu'on a une otite congestive, pas d'antibiotique. Donc, c'est-à-dire on commence l'antibiothérapie au stade d'otite collectée. Donc, l'otite collectée, au-delà pour les enfants plus de 2 ans et qui sont peu symptomatiques, pas d'antibiotique. Pas d'antibiotique. Non, au-delà de 2 ans, mais peu symptomatiques. Voilà. Donc, réévaluation à 48 heures, 72 heures. Donc, chez les enfants de moins de 2 ans, ou bien on a un tableau trop bruyant, une fièvre importante, une douleur insomniante, tableau trop bruyant, donc à ce moment-là, il faut commencer l'antibiothérapie d'emblée. Guérison, surveillance, échec. Donc, on est dans le cadre des otites moyens aigus, traînantes. Et dans ces cas-là, on va aller faire un coup de bistouri au niveau de la membrane tympanique, prélever un échantillon de la collection pour avoir une étude bactériologique et un antibiogramme adapté. Donc la parasynthèse, elle est indiquée dans ces situations, les otites compliquées, les échecs thérapeutiques, les otites hyperalgiques qui ne répondent pas au traitement, traînantes, ou bien les nourrissons de moins de 3 mois. Donc en général, lorsqu'on est devant un petit enfant de moins de 3 mois, on fait une parasynthèse avec orientation du traitement, ou bien lorsqu'on a un déficit immunitaire. Ça, on l'a déjà... Oui, on fait une petite incision de quelques millimètres et on évacue la collection et on l'envoie pour étude bactériologique. Donc, l'otite séromuqueuse, ce qui marche, c'est en général la corticothérapie. Donc, les otites séromuqueuses, en général, le seul moyen thérapeutique, ou bien les moyens qui ont prouvé leur efficacité, c'est la corticothérapie à base de 1 mg kg jour. Pendant, en général, on donne 5 jours. On peut augmenter jusqu'à 7, voire 10 jours, en fonction de la tolérance. Et le deuxième moyen qui a vraiment prouvé sa valeur, c'est la mise en place des aérateurs transtympaniques. Donc les autres moyens, les décongestionnants, les fluidifiants, les microrégulateurs, les antihistaminiques, c'est toujours controversé dans la littérature. Alors les cholestéatomes,
Donc référez au moindre doute. Donc, si vous avez un doute par rapport au diagnostic, vaut mieux envoyer le malade en consultation spécialisée. Donc un simple cas clinique. Donc c'est un patient de 30 ans, acouphène droite, type de bourdonnement, non synchrone avec le pouls, une hypoacousie homolatérale droite, d'installation progressive. Donc voilà l'autoscopie. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est une otite syromiqueuse, droite-gauche. Syromiqueuse droite. Alors, quelle est votre attitude? Antalgique. Qui dit mieux? Corticoïdes locaux. Général. Il faut liser l'énoncé. Hein. Mais avant de référer l'OR, ce qu'on a une orientation diagnostique ici. Hein? Quelle est la particularité chez ce malade? C'est l'unilatéralité, c'est unilatéral. C'est unilatéral. Donc là, le réflexe, oui, c'est le cancer du cavum. Donc il ne faut pas traiter, il ne faut rien donner. Donc c'est une otite syromiqueuse unilatérale chez un adulte. Donc c'est un cancer du cavum jusqu'à preuve du contraire. Hein. Donc pas un scanner, c'est une endoscopie nasale. Donc on va aller, donc c'est une consultation, c'est une orientation vers l'ORL. Voilà, mais parce qu'on voit que ces malades, ils traînent parfois, ils sont sous traitement médical pendant des mois. C'est juste pour... je l'ai écrit juste parce que la majeure, les acouphènes pulsatiles qui sont synchrones avec le pouls, ça oriente vers les paragangliums tympano-jugulaires. Lorsqu'on a une acouphène unilatérale, on évoque en premier un cancer du cavum, mais en deuxième lieu, on peut évoquer un paraganglium tympano-jugulaire. Donc, lorsque j'écris non synchrone avec la peau, c'est juste pour éliminer cette deuxième hypothèse. On a ici une otite syromiqueuse, on a ici un aspect normal. Donc, cancer des cavum comme premier diagnostic à évoquer, endoscopie nasale. Oui. Si les acouphènes sont bilatéraux avec cet aspect, c'est toujours la même chose. Lorsque vous avez une otite syromiqueuse unilatérale, l'autoscopie ديالك هي اللي غتحكم. Donc il a درتي l'autoscopie ديالك ولقيتي une otite syromiqueuse unilatérale, il n'a pas le droit de faire une otite syromiqueuse unilatérale. Les otites syromiqueuses, c'est en général bilatéral. Tant que c'est unilatéral, suspect. Non. Le cancer du cavum, c'est 4 syndromes. Un syndrome autologique, qui se manifeste en général par l'otite syromiqueuse unilatérale. Un syndrome rhinologique, qui se manifeste par l'obstruction nasale, qui est au début unilatérale, par la suite il est bilatéral. On peut avoir des épistaxis, mais pas toujours. Hein. Et le syndrome neurologique, avec les céphalées, les paralysies du nerf 5, du 6, et le syndrome ganglionnaire avec les adénopathies postérieures. Or, parfois, le mode de révélation le plus fréquent, c'est une zone qui est profonde. Parfois, ça peut tarder pour se manifester avec un tableau complet. Donc, si on a une otite simple, unilatérale, méfiez-vous, ça peut être un cancer du cavum. Donc, voilà. Tympano-jugulaire. C'est rare. C'est parmi les causes. C'est rare. Chez les adultes, c'est rare. Donc ici, c'est un homme de 40 ans, tabagique, et droite, otoscopie, c'est ce que vous voyez. Quel est votre diagnostic?
Voilà, il a des facteurs de risque. Hein? Oui, oui. Ouais. Très bien. Très bien. On peut dire que c'est grosso modo normal, hein. Ça c'est normal. Ah, voilà. Réveil tabagique et otalgie. Quelles sont les étiologies des otalgies? Ça, vous devez le garder comme réflexe, c'est les otalgies réflexes. Les otalgies réflexes. Une otalgie ne veut pas dire toujours que c'est l'oreille qui est malade. Ça peut être autre chose. Donc, lorsque vous avez des otalgies avec un aspect normal, hein, point d'interrogation. Donc, ici, c'est un cancer amygdalien. Donc, parmi les signes d'appel, les premiers signes d'appel des cancers de l'hypopharynx, c'est les otalgies réflexes. Toute la sphère ORL peut se manifester par des otalgies réflexes alors que l'examen est normal. Donc, si vous avez des otalgies réflexes avec accrochage alimentaire, avec une petite gêne à la déglutition, ce sont les premiers signes qui apparaissent. Donc, il faut pousser un petit peu l'interrogatoire et n'hésitez pas à demander des explorations, voire des endoscopies. Hein. Donc, lorsque vous avez une otalgie réflexe unilatérale avec une otoscopie normale, donc, il se peut que c'est un cancer de l'amygdale. Donc, on peut voir ça dans les phlegmons, dans les cancers amygdaliens, dans les angines. Donc, pas obligatoirement. Ça? Si, il est là. C'est juste un aspect ulcéré, bourgeonnant du pôle supérieur de l'amygdale droite. Hein. Donc une petite biopsie, et voilà, on a le diagnostic. Donc l'otoscopie, c'est pas difficile et en même temps, c'est pas facile. Donc ça nécessite une certaine technicité. Ceci dit que vous devez passer par des étapes d'apprentissage. Hein. Donc c'est un moyen de 4000 oreilles. Hein. C'est facile à avoir, donc autant que praticien. Il faut voir les deux oreilles. Donc, au bout d'un certain temps, vous allez avoir l'habitude de voir le normal, l'anormal fréquent, et ainsi de suite. Hein. Donc, les pathologies sont variées. Donc, bien sûr, il faut avoir un bagage concernant les pathologies les plus fréquentes qui peuvent toucher l'oreille moyenne. Et l'otoscopie, c'est la vitrine de ce qui se passe à l'intérieur de l'oreille moyenne. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions?